Tout comme l'an dernier, nous aurons droit cette année à 2 conférences d'ouverture, soit une pour chaque journée. Notre première conférence d'ouverture porte entre autres sur l'innovation et le numérique en contexte éducatif et elle nous sera présentée par M. Alain Stockless. M. Stockless est professeur au département de didactique de l'Université du Québec à Montréal. Ses domaines d'expertise ont pour objet les technologies éducatives, la formation en ligne et les environnements numériques d'apprentissage. M. Stockless est très actif sur le plan des publications, des communications et de la recherche dans les domaines du développement des compétences numériques chez les enseignants, l'amélioration de l'expérience éducative en ligne. Il est directeur de la Communauté pour l'innovation et la recherche sur les technologies en enseignement et apprentissage, le CIRTA. Il est aussi membre de l'Observatoire interuniversitaire sur les pratiques innovantes d'évaluation des apprentissages, l'OPIEVA, et de l'équipe de recherche en éducation scientifique technologique, le EREST. Monsieur Stockless, je vous laisse la parole pour une 40-50 minutes. Bien, bonjour à tous. En cette belle journée du mois de mai, on est à l'intérieur, il n'y en a pas souvent, mais j'espère que, en tout cas, j'ai vraiment la profonde conviction que nous allons être très lumineux pendant ces 2 journées-là. Tout d'abord, j'aimerais remercier Alain et le comité organisateur, ainsi que Lise pour tout le soutien par rapport à la logistique pour ce colloque-là. Quand j'ai reçu l'invitation, je me suis dit, oui, bonne idée, le REFAD, tout ça. Puis quand j'ai vu la thématique, notamment sur les pratiques innovantes, mais surtout les pratiques inspirantes, je me suis dit, bon, voilà, une bonne idée de prendre le temps de réfléchir à l'innovation. On prend souvent pour acquis qu'on a une représentation assez commune de l'innovation, mais ce n'est peut-être pas tout à fait le cas. Et aussi, j'ai vraiment l'impression, en entendant de nombreux colloques qui parlent de l'innovation, qu'on ne prend pas le temps de le faire. Donc, la conférence de ce matin, les propos que je vais tenir, est vraiment une amorce à la réflexion concernant l'innovation et notamment l'innovation pédagogique, dans le but, évidemment, de créer des pratiques inspirantes. Le titre que vous voyez ici a été quand même réfléchi, c'est-à-dire que, évidemment, j'aborde l'innovation. Le numérique, il est vu de façon transversale. On l'associe souvent, entre autres, à l'innovation pédagogique, comme étant un catalyseur, certains vont dire même un incubateur. Mais pour moi, je le vois vraiment de façon transversale au service de l'innovation, mais surtout au service de l'apprentissage. En contexte éducatif, maintenant aussi, c'est assez réfléchi comme terme, c'est-à-dire que, évidemment, tout dépend du contexte éducatif par rapport à ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire la formation à distance, mais aussi par l'idée que les frontières par rapport à l'enseignement sur campus et aussi à distance sont davantage floues. Je vais y revenir. J'invite aussi les gens à poser soit des questions, faire des commentaires, mais aussi, je sens bien qu'il y a potentiellement 140 personnes qui sont loin. On va essayer de créer de la présence à distance. J'aimerais ça, pour ceux qui sont à distance, peut-être qu'ils nous disent d'où ils viennent avec le hashtag REFAD 2019. Et éventuellement, je regarderai s'il y a des questions et comment, évidemment, je peux y répondre. Donc, voilà en guise d'introduction. Les thématiques que je vais aborder concernent évidemment une mise en contexte assez rapide. Je vais évidemment parler d'innovation dans un sens large, mais aussi des représentations par rapport à l'innovation. Quelques mots sur la recherche. Et ce qui m'intéresse dans l'innovation, c'est bien d'innover, mais il faut aussi penser à la pérennité de l'innovation. Donc, évidemment, l'adoption d'une innovation. Et aussi quelques éléments concernant l'idée d'appréhender l'innovation. Et là, je vais faire plutôt une démarche introspective, c'est-à-dire que je vais parler, entre autres, de 2 projets que je considère innovants, que nous avons mis en œuvre avec des collègues de différents milieux et aussi de différentes perspectives.
J'ai vu, il y a une semaine passer, le document de Mme Parr sur apprivoiser la formation à distance. Et c'est des propos que je tiens depuis un bon bout de temps, à savoir que les frontières par rapport à la formation à distance, mais par rapport aussi à la formation en général, sont de plus en plus perméables. Autrement dit, on retrouve évidemment des institutions qui font de la formation à distance. Ça, c'est assez clair. On retrouve quand même différents paramètres qu'on peut aussi avoir dans une institution d'enseignement sur campus, donc en présentiel. Autrement dit, bien, on a évidemment un enseignant, ça peut être un tuteur, évidemment un chargé d'encadrement, mais on a quand même des paramètres qui sont sensiblement comme une classe, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un certain nombre de personnes qui forment un groupe et qui ont un but commun, c'est-à-dire évidemment des objectifs d'apprentissage. Donc, ces éléments-là, on les retrouve évidemment autant en formation à distance qu'évidemment en formation sur campus. Évidemment, on retrouve la formation hybride qui est de plus en plus populaire et les préférences des étudiants dans des enquêtes récentes nous montrent que, évidemment, c'est une préférence très marquée chez les étudiants. De notre côté, à l'UQAM, on a aussi ce qu'on appelle le présentiel enrichi. C'est quand même assez intéressant parce que c'est l'enseignant qui va utiliser un environnement numérique d'apprentissage. Oui, on peut déposer des fichiers. Oui, on peut également placer des contenus pour être seulement qu'en diffusion. Mais moi, ce qui m'intéresse là-dedans, évidemment, c'est lorsqu'on utilise des fonctionnalités pédagogiques. Et à ce moment-là, il y a des cours où on peut remarquer qu'il y a vraiment une très forte similitude entre un cours en présentiel enrichi et un cours à distance, puisque ce sont pratiquement les mêmes fonctionnalités pédagogiques qui sont utilisées. Donc, encore une fois, on a vraiment un bon exemple ici, comment la frontière peut être particulièrement floue entre ce qui est vraiment un cours à distance et ce qui est aussi un cours sur campus. Évidemment, il y a la classe inversée qui, selon moi, est pratiquement, selon des caractéristiques davantage précises qui sont, entre autres, très près de la formation hybride. Et tout ça nous amène à s'interroger également à l'articulation entre la distance et la présence. Les universités à distance vont tenter de créer de la présence à distance, et les universités sur campus vont, eux, de leur côté, se dire il faudrait ajouter un peu de présence. Donc, on a un drôle de paradoxe ici qui fait que finalement, l'articulation est évidemment en fonction des différentes institutions. Mais au bout du compte, ce qu'on remarque, c'est qu'on se retrouve quand même avec les mêmes finalités, c'est-à-dire l'apprentissage des apprenants. Donc, c'est un but commun qu'on soit carrément à distance évidemment asynchrone, ou bien qu'on soit dans un contexte hybride ou bien de classe inversée. Bien, à ce moment-là, on a évidemment ces mêmes finalités-là. Maintenant, par rapport à l'innovation, qu'en est-il exactement? Là, je vais mettre à profit votre sens probablement d'imagination cette fois-ci, et non pas d'innovation. Je vais vous envoyer une question directement ici. Je vais vous inviter à aller sur une plateforme qui s'appelle slido.com. Spontanément, je vous demande, en n'ayant aucun filtre, peu importe la perspective que vous avez, de nommer simplement une seule innovation. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut peut-être voir qu'il va y avoir un consensus, mais peut-être que non. Et ça, je suis très curieux de le voir, parce que ce qui nous rassemble aujourd'hui, j'ai probablement l'impression d'avoir accès à des gens qui sont particulièrement sensibles à l'innovation et surtout des personnes proactives. Donc, je suis quand même capable de vous suivre. À date, il y a une personne qui a tenté une réponse, mais je vous invite, tout le monde, à essayer de nommer quelque chose. Encore une fois, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Et à ce moment-là, bien,
je pense qu'on pourrait avoir une bonne idée. Évidemment, ceux qui sont à distance aussi, je vous invite très fortement à ajouter un mot qui pourrait signifier pour vous qu'est-ce qu'une innovation. Là, c'est sûr qu'à 4 innovations comme ça, là, on n'y arrivera pas. Là. Donc, est-ce qu'on a un délai de réseau? Est-ce que le réseau est un peu lent? Je sollicite grandement le réseau de l'Hôtel Bonaventure. Ah ouais. On est en compétition. En plus, avec le beau temps, on est en compétition avec le colloque de sécurité, effectivement. Je vous laisse un petit peu de temps pour répondre. Écoutez, je vous présente les résultats maintenant. Donc, je suis très curieux de voir vers quoi ça va tendre. On a Internet au centre de l'innovation. Je pense qu'on n'a pas tout à fait tort de penser que l'Internet est une innovation particulièrement importante, notamment en ce qui a trait, à mon avis, à une révolution, mais à une révolution aussi concernant l'accès à l'information et, entre autres, aux connaissances. Donc, évidemment, pour moi, Internet est évidemment une innovation particulièrement importante. Et là, la réalité augmentée vient évidemment prendre le devant et la réalité virtuelle, qui est quand même des éléments qui sont assez récents là-dedans. J'aurais pensé peut-être que j'aurais reçu des innovations, mais qui datent aussi, qui ont été potentiellement des inventions marquantes à travers le temps, mais on va y revenir. Donc, ce que je constate ici, vous avez perçu l'innovation comme étant finalement des objets. Je n'ai pas vu l'innovation comme étant soit une pratique, à la limite un processus, une façon de faire. Donc, on est vraiment centré, évidemment, sur l'objet qu'on a mis en amont. Et je vois ici les élèves qui occupent aussi peut-être une place importante. Donc, merci beaucoup aux 63 qui ont contribué à faire ce nuage de mots-là. Et on garde ces traces-là. La réalité virtuelle, je ne sais pas si elle va rester au centre du nuage de mots, mais il y a quand même ici des éléments qui sont significatifs. Au bout du compte, c'est un peu difficile maintenant à savoir comment on pourrait définir l'innovation, notamment l'innovation pédagogique. Et on revient ici. Monsieur Stockless, est-ce qu'il serait possible de remettre le partage d'écran, s'il vous plaît, pour les gens du web, parce que là, il n'y en a plus. OK, d'accord. Merci. Donc, le partage d'écran dans Adobe Connect se trouve... Partager... À gauche. Ici, c'est bon. Je l'avais en plein milieu du visage. Ouais. Et voilà. Oh, merci. Donc, voilà. Tenter de définir l'innovation, je pense que c'est un peu hasardeux. Françoise Cros, en 1997, a déjà répertorié plus de 300 définitions. À ce moment-là, moi, ce que j'aime bien, c'est peut-être d'essayer d'aller voir qui s'est penché au départ sur l'innovation, puis qu'en est-il exactement par rapport à eux qui avaient déjà fait un bon boulot, parce que si on se retrouve avec une définition, avec encore une définition adaptée d'une autre définition, bien, je pense qu'on finit par perdre son sens. Et ce que j'aime bien, c'est celle de Rogers, qui au départ était de Rogers et Shoemaker dès 1971, où j'aurais bien peut-être aimé voir dans les mots-clés le mot « idée »,
qui correspond évidemment à certaines pratiques et aussi, bien, objet, je pense que là, ça a été clair quand même pour pas mal tout le monde. Et aussi, l'innovation, bien, c'est une question de perception. Donc, à ce moment-là, bien, c'est selon une personne et un groupe de personnes qui le perçoivent comme étant nouveau. Donc, pour moi, ça fait une définition qui prend beaucoup de sens et qui permet vraiment d'avoir un sens commun sur l'innovation en question. Et à ce moment-là, bien évidemment, on peut l'adapter quelque peu à son contexte. Parce que souvent, les définitions qu'on retrouve, et parmi les 300 définitions, évidemment, il y en avait plusieurs qui étaient associées à différents contextes. Maintenant, la grande question, est-ce que l'innovation occupe une place importante en éducation? Je pense que poser la question, c'est y répondre. Évidemment que c'est oui. Ça occupe vraiment une place importante. On en entend parler, évidemment, à de nombreux endroits à travers les différentes sphères de la société. Je reviens. Notamment en termes d'écrit, on retrouve de nombreuses publications qui sont en lien avec les différentes perspectives que l'on retrouve en éducation. Puis à ce moment-là, bien, on peut se retrouver évidemment avec différentes définitions, mais ça ne nous dit pas tellement encore qu'en est-il exactement et qu'est-ce qu'on fait évidemment avec l'innovation. J'ai placé là, ici, avec une recherche très rapide, quelques ouvrages sur l'innovation, mais dans un certain sens, vous allez voir qu'on est très près à chaque fois de l'innovation, c'est-à-dire de l'innovation pédagogique et de l'innovation en éducation. Donc, à ce moment-là, bien, je pense qu'il y a vraiment une espèce, peut-être pas de buzz, mais il y a quand même un engouement par rapport à ce qu'est vraiment l'innovation et aussi comment ça peut être utilisé dans un contexte éducatif. Je me rends compte encore une fois que je n'ai pas la bonne présentation, donc peut-être juste faire ici un black pour que j'arrive à la retrouver correctement. Donc, je posais la question, est-ce que l'innovation occupe une place importante en éducation? Mais c'est bien sûr que oui. Et récemment, ben, on l'a vu dans la présentation du nouveau cadre de référence sur le numérique. Et à cet effet, il y a 12 dimensions, dont la 12e qui est spécifiquement dédiée à l'innovation, mais aussi à l'innovation et à la création. Et la composante la plus importante à travers cette dimension-là, évidemment, c'est de développer sa capacité à innover en utilisant le numérique. Donc, on demande finalement aux enseignants et à tous les enseignants, parce que ce référentiel, cette compétence-là est destinée autant au secteur des jeunes qu'en enseignement supérieur et aussi à la formation professionnelle et également aussi aux apprenants. Donc, on demande évidemment d'avoir un esprit innovateur dans une certaine mesure pour évidemment innover et en utilisant le numérique, et c'est une composante aussi qui est particulièrement essentielle. Ce qui m'amène à penser maintenant, tout le monde connaît la courbe des catégories d'adoptants de Rogers. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir repenser la courbe parce que finalement, si les gens développent leurs compétences, bien, ils vont finalement se retrouver avec une courbe de Gauss qui est plutôt dans l'autre sens? Je me le demande et ça me fait penser à ce moment-là à savoir qui innove vraiment, dans quelle mesure ils innovent. Si tout le monde innove, est-ce que ça veut dire qu'on fait une innovation les unes après les autres, donc elles vont se succéder et finalement, on n'assure pas de pérennité. Donc, on est simplement à la recherche constamment du nouveau. Donc, ça pose quand même des questions particulièrement intéressantes. Pour moi, une innovation, lorsque, évidemment,
elle fonctionne bien, c'est-à-dire que ça nous permet d'améliorer une situation, bien, à ce moment-là, je pense qu'on doit assurer une pérennité à cette innovation-là. On doit pouvoir faire en sorte que ça devienne finalement une pratique inspirante. Donc, l'idée, évidemment, oui, je pense qu'il faut innover, mais je me demande jusqu'à quel point, et peut-être que ce serait plutôt l'idée de changer et d'être créatif. Donc, à ce moment-là, il s'agit peut-être de voir, mais maintenant, moi, j'aimerais ça savoir, dans un cas présent comme ici, à savoir qui innove. J'ai l'impression qu'il y a une certaine consanguinité ici. Je vais probablement voir avec les questions que vous allez répondre. Je vous demande simplement... Il faudrait remettre le partage, M. Stockless, encore une fois, s'il vous plaît. Je reviens maintenant ici. Bon, je suis un peu surpris de voir qu'il y a 2 % qui ne sont jamais innovateurs. Probablement que ceux-là se disent, bien, je vais laisser les autres innover et moi, je vais regarder et probablement réutiliser les éléments qui ont été un succès. Puis ceux qui n'ont pas été un succès, bien, je vais laisser les autres peut-être se casser la gueule à faire certains trucs. Mais reste que de plus en plus, je rencontre les gens qui innovent et ça correspond bien à la définition que j'ai présentée tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est une nouvelle idée, une pratique, une façon de faire ou un objet en fonction d'une perception qui est propre à un individu ou un groupe d'individus. Autrement dit, si j'innove dans un certain contexte, à un autre endroit, ça se peut que ce ne soit pas du tout une innovation, mais ce l'est pour, par contre, un autre contexte. Donc, tout ça, évidemment, à mettre en perspective. Et les différents outils qu'on a à notre disposition, notamment les modèles d'innovation, sont particulièrement aidants pour, entre autres, favoriser l'adoption des différentes innovations. Donc, je retourne à ma présentation. Bon, je vous l'avais dit. C'est drôle, celle-là revient en avant. Oui, j'utilise le trackpad comme celui d'un Mac, donc ça, c'est pas tout à fait aidant. Si tu veux prendre d'une application à l'autre, tu peux switcher d'un à l'autre. Comment? Le tab? Oui. Puis là, tu peux toutes les voir. Fait que tu t'en vas sur ton PowerPoint. Excellent. Plein écran. Je vais rester pas loin. Merci. Maintenant, un petit mot sur la recherche parce que quand on regarde finalement le nombre d'innovateurs qu'on a ici, avec un taux que j'ai vu tout à l'heure autour de 58 %, moi, j'aime bien aller voir ce qui se passe au niveau de la recherche et de l'innovation. Il y a à peu près 6-7 ans, et c'est évidemment en lien avec ce dont on parle aujourd'hui, je m'étais abonné à une alerte dans Google Scholar avec 3 mots. 3 mots très simples qui sont « Innovation, Distance, Education ». Et je voulais voir qu'est-ce qui se passait en formation à distance, mais concernant les innovations. Et d'après vous, est-ce qu'il y a beaucoup de publications là-dedans? Encore une fois, je pense que poser la question, c'est y répondre. Je vous dirais peut-être des milliers, peut-être des centaines de milliers, mais non, on se trompe. On en a évidemment beaucoup plus. On en a, j'ai essayé cette semaine avec ces mots-clés-là, et on retrouve environ 3 250 000 résultats. Donc, c'est 3 250 000 approximativement, bien sûr, publications relativement à ces 3 mots-clés-là. Donc, ces 3 mots-clés-là, évidemment, ça occupe une place particulièrement importante en éducation, ce qui fait que, finalement, on se retrouve, à mon avis, quand même, avec pas mal d'innovateurs. Et à ce moment-là, bien, on est peut-être prêt
d'avoir développé sa compétence, c'est-à-dire la compétence d'innovation et de création, sur sa capacité à innover, notamment avec le numérique. C'est à mettre un petit peu en perspective une récente enquête que j'ai effectuée avec des collègues à l'UQAM où on posait la question aux futurs enseignants à savoir s'ils avaient un intérêt. Bon, ici, il y a certains éléments qui ont été choisis arbitrairement, mais on pourrait les qualifier d'innovation. Quand on regarde le point 1, ça veut dire qu'ils sont très intéressés, jusqu'au point à l'échelle numéro 5, qui veut dire pas du tout intéressés, jusqu'à je ne sais pas. On a une tendance quand même qui est orientée un peu plus vers je ne suis pas intéressé, sauf pour certains projets télécollaboratifs et aussi l'idée de mettre en place de classes virtuelles, ce qui est très bien. Mais sinon, on trouve quand même certains éléments où ils sont moyennement intéressés, entre autres sur apporter votre propre appareil numérique, comme le BYOD. De la classe inversée aussi sont moyennement intéressés. Réalité virtuelle, encore moins, peut-être parce qu'ils connaissent plus ou moins ça, et tout ce qui est programmation, codage, robotique, et Fab Lab, encore moins. Donc, on est peut-être quand même assez loin de la perception qu'on a ici aujourd'hui des innovateurs en nous sur l'ensemble de la population. Ça, ce sont évidemment de futurs enseignants qui ont répondu. Évidemment, quand ils vont être en pratique, probablement qu'ils n'en ont simplement jamais entendu parler ou simplement jamais vu qu'est-ce qui était possible de faire avec ces différentes innovations-là. Mais à ce moment-là, on a quand même quelque chose d'intéressant au niveau de l'adoption, mais aussi sur l'idée d'essayer de voir comment on pourrait mettre en œuvre ces innovations-là. Certains ont peur et on le remarque quand même dans bien des cas parce qu'on a sûrement rencontré des gens qui nous ont dit « Ouais, bien, ça ne marchera pas, ça, je n'y crois pas pour telle raison ». J'ai bien aimé en 2014 un petit bouquin de Pyle et Cunningham qui fait une techno-panic timeline avec différentes innovations au cours des années. On a bien vu qu'il y en a certaines qui sont particulièrement marquantes et qui aujourd'hui, on ne se pose même pas la question à savoir si c'est pertinent ou non, mais quand on parle d'innovation récente, on va pouvoir faire des petites analogies. Déjà en 1494, un scribe, évidemment un scribe, par rapport à l'invention de l'imprimerie, ben lui, il doute beaucoup de la qualité des livres imprimés. Est-ce qu'il avait prévu l'obsolescence? Je ne penserais pas. Par contre, lui, ce qu'il dit finalement, c'est que les parchemins sont beaucoup plus durables, puis les livres, finalement, à cause de l'imprimerie, vont être beaucoup trop facilement jetables. Donc, c'est quand même assez loufoque comme perception. Et une autre maintenant aussi, au 16e siècle, un scientifique qui était un naturaliste, est préoccupé par la trop grande quantité de livres qui sont imprimés. Une analogie aujourd'hui particulièrement intéressante, a-t-on entendu parler d'infobésité sur le web? Trop d'informations. Certains vont même dire qu'on a trop d'informations sur le web, puis les gens n'apprennent plus. Donc, les gens vont chercher à portée de main avec leur téléphone directement l'information. Puis, en plus, ça cause la confusion. Donc, on ne laissera pas des apprenants aller sur le web tout seuls sans les guider parce que sinon, ils vont s'en aller ailleurs. Probablement Facebook, mais bon. Ils vont aller ailleurs. Puis, en plus, c'est dommageable pour le cerveau. En 2001, il n'y a pas quelqu'un qui a dit qu'il y avait des changements neuronaux chez les digital natives. Est-ce que Prensky, on va le mettre dans la timeline à un moment donné pour dire finalement, Internet n'a peut-être pas changé tant de choses que ça sur le cerveau. Je ne le sais pas, on verra, mais c'est peut-être possible. Et plus récemment, en 1920, il y a quelqu'un qui a prédit la mort des conversations à cause de la radio, parce que probablement les gens se rassemblaient autour de la radio, ils ne se parlaient plus. Ils étaient peut-être devenus même antisociaux, je ne sais pas.
Puis lui, finalement, il en a ajouté une couche supplémentaire en disant simplement, bien, finalement, ils vont être remplacés par le bruit effrayant du jazz. Donc, probablement que le jazz aussi était nouveau, puis c'était peut-être plus ou moins fait à l'idée. Il y a quelques années, j'entendais des parents, entre autres, dans certaines écoles, dans certains établissements publics, aussi, on disait peut-être que le Wi-Fi est dommageable. On a parlé aussi beaucoup des ondes comme celle-là, comme étant dommageables probablement sur le cerveau. Peut-être que ça va se retrouver encore une fois dans la timeline, on ne sait pas, mais on verra. Puis, côté antisocial, c'est une photo qui circule quand même beaucoup sur le web. Bon, il faut nuancer quand même, là, mais je pense qu'une analogie intéressante sur l'idée d'être antisocial par rapport à avant et aussi aujourd'hui. Donc, celle-là, je la trouve particulièrement intéressante parce que, évidemment, on se retrouve quand même avec des gens qui sont dans leur bulle, puis je ne suis pas certain que, évidemment, ça va changer. Il y a la peur aussi. La peur, on va remplacer les enseignants. Cette fois-ci, c'est le contraire, c'est-à-dire que lors de l'Expo universelle de Paris en 1900, il y a eu une série de cartes postales qui ont été commandées à des artistes et l'idée était de prévoir le futur. Donc ici, on avait vu peut-être qu'on pourrait remplacer les enseignants. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est tous évidemment conscients que ça ne sera peut-être pas possible. Et même s'il y a des recherches qui se font au MIT sur des bots qui répondent aux étudiants dans des forums, puis les étudiants ne se rendent même pas compte que c'est un robot qui leur a répondu, je ne pense pas que, évidemment, ça puisse s'étendre de façon si systématique. Donc, celle-là, elle est intéressante. Ils se sont quand même un peu trompés sur l'avenir, évidemment. Tandis que celle-là, je trouve qu'ils ne se sont pas trop trompés. Est-ce qu'ils sont en train de faire, en quelque sorte, une vidéoconférence? J'ai vraiment l'impression que là, cette fois-ci, on a été un petit peu visionnaire, puis on ne s'est pas trop trompé sur la portée de la carte postale de cette époque-là. Donc, comment on avait vu les communications à l'an 2000. Donc, ça s'est fait avant l'an 2000. Puis, on peut bien voir que finalement, celle-là, elle est particulièrement intéressante. Maintenant, un aspect relatif à l'adoption d'une innovation, moi, je pense que, je le disais tout à l'heure, l'idée d'innover est aussi de s'assurer une certaine pérennité. Une pérennité dans une certaine mesure parce que, évidemment, si on a pu tester une innovation, on aimerait bien, évidemment, si on s'est rendu compte qu'il y avait une amélioration substantielle, qu'on puisse au moins s'assurer qu'elle puisse rester. J'aime bien l'idée de la zone proximale de développement, c'est-à-dire que si on sort de la zone proximale de développement d'un apprenant, l'apprenant, évidemment, décroche. L'innovation, c'est un peu la même chose. Quand il se destine, évidemment, à un public cible, il faut peut-être garder en tête l'idée de la zone proximale de développement pour être certain que la personne ne résiste pas. Parce qu'on le sait, les innovations, on a un réflexe. Donc, finalement, ce n'est pas peut-être temps de résister, mais c'est à tout le moins peut-être de décrocher sur l'idée qu'elle puisse améliorer quelque chose. Il existe de nombreux modèles d'innovation. Évidemment, on ne fera pas le tour de tous les modèles, mais il y a des éléments qui sont particulièrement intéressants à tenir compte. Il y en a qui perçoivent ça aussi comme la gestion du changement. J'aime pas trop le voir comme la gestion du changement parce que des fois, le changement, c'est juste pour faire un changement parce que finalement, c'est un produit par rapport à un nouveau produit, donc il faut adapter des processus. L'innovation, on est davantage dans une perspective créative et aussi dans l'idée d'améliorer, évidemment, une situation et à ce moment-là, la portée n'est pas tout à fait la même. Ce que j'aime bien finalement et ce que je présente très souvent, ce sont les caractéristiques d'une innovation de Rogers. Ça date quand même, les travaux de Rogers datent du début des années 80. La dernière édition est de 2003 et je trouve que c'est encore tout à fait d'actualité de parler des caractéristiques d'une innovation lorsque vient le temps d'en implanter une innovation. Il y a 5 caractéristiques
qui sont pleins de bon sens, à mon avis. On peut faire soi-même notre propre auto-évaluation de l'innovation pour arriver à la mettre en place. Autrement dit, la première question qu'on peut se poser, c'est l'avantage relatif. Je parlais tout à l'heure d'une question de perception, mais il faut avoir fait une analyse à savoir est-ce que l'innovation est supérieure à l'idée qu'elle est en place. Si les gens ne voient pas, là, bien, il faut s'attendre que ça soit un succès probablement mitigé ou peut-être même un désastre. Donc, il faut vraiment se poser cette question-là. Est-ce que les gens ont vu que ça apporte quelque chose et que c'est mieux que qu'est-ce que c'était avant? Donc, une amélioration. En termes de compatibilité, l'innovation est conforme aux valeurs existantes. Les valeurs chez les individus, c'est évidemment extrêmement important et les gens sont profondément ancrés. L'argumentaire est peut-être quelquefois pas tout à fait rationnel, puis à ce moment-là, je pense qu'il faut en tenir compte. L'exemple que je donne est celui de l'apprentissage actif. Si on arrive et on déploie dans le cadre d'un scénario pédagogique et à la limite dans le cadre d'un cours ou d'une plus grande envergure, un nouveau modèle d'enseignement chez des apprenants, notamment l'apprentissage actif, bien, si c'est conforme aux valeurs des gens, tant mieux, ça passe bien, mais souvent c'est le contraire. C'est-à-dire que les apprenants ne sont peut-être pas tout à fait habitués et à ce moment-là, ils se disent, bien, moi j'ai appris pendant toute ma vie avec des approches plutôt type centrées sur la transmission de connaissances, notamment les cours magistraux. Bien, à ce moment-là, ça se peut que ça soit difficile. Donc, pour moi, c'est un exemple de valeur qu'il faut absolument tenir compte. Il y en a un aussi qui a plein de bon sens, c'est la complexité. Évidemment, plus c'est compliqué, plus ça risque d'être difficile. En termes d'échantillonnage maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de l'essayer? Si on ne peut pas l'essayer, là, bien, à ce moment-là, on peut être évidemment craintif à savoir que ça puisse être adopté, là. Donc, il faut être capable, évidemment, de faire des tests, évidemment des petits tests au départ, avant de déployer des projets de grande envergure. Et par la suite, maintenant, l'observation, est-ce qu'on peut voir que ça donne quelque chose? Si on voit que ça ne donne rien, bien, comment on peut mesurer, évidemment, qu'est-ce qu'on a fait comme intervention innovatrice? Ça donne quelque chose. Donc, à ce moment-là, l'observation est évidemment primordiale. Tout ça, là, moi, je le vois bien comme une espèce d'auto-évaluation qu'on veut faire quand on vient le temps d'implanter quelque chose d'innovant. Donc, on pense à une idée et là, à ce moment-là, on dit, est-ce que ça passe bien? Mais je pense que ça nous donne quand même un guide qui est particulièrement intéressant. Maintenant, une fois qu'on a pensé en amont à l'évaluation d'une innovation, je vous présente deux façons de l'évaluer, l'innovation pédagogique. Une première façon, ça serait en termes de démarche SOTL, qui veut dire Scholarship of Teaching and Learning. Cette démarche-là, elle est particulièrement intéressante. Moi, je l'ai adaptée un petit peu. J'ai évidemment tenu compte de l'idée qu'on a vu évidemment une problématique dans notre contexte d'enseignement. Et à ce moment-là, on se dit qu'évidemment qu'on a une situation à améliorer. Et l'idée, évidemment, de faire une recherche sur sa propre pratique. Et évidemment, ça se fait, entre autres, en testant une innovation qu'on va par la suite évaluer. Mais ce qui est aussi très important, et c'est ce qu'on fait présentement dans le cadre du colloque, c'est aussi de la diffuser. Donc, il ne s'agit pas juste de le faire et de le garder pour nous. Il faut évidemment diffuser cette expérience-là. Et moi, je dis souvent aussi, il faut diffuser l'expérience à la limite, même s'il y a des éléments négatifs, même si ça a plus ou moins bien fonctionné, c'est quand même possible de le faire. Et aussi, j'aimerais mentionner que ma collègue Diane Leduc va aussi présenter une conférence sur cette démarche-là. Maintenant, de façon plus scientifique aussi, on pourrait le faire avec une approche méthodologique qui est relativement récente, c'est-à-dire qui a été initiée dans les années 90, mais qui a pris davantage son envol dans les années 2000, qui s'appelle le Design-Based Research. Cette approche méthodologique-là, j'en glisse quelques mots parce que je la trouve particulièrement intéressante puisque elle est complètement différente des approches méthodologiques qu'on connaît
présentement, c'est-à-dire, entre autres, lorsqu'on a des protocoles, un protocole expérimental, quasi expérimental, c'est-à-dire lorsqu'on a un groupe contrôle et un groupe expérimental, et là, à ce moment-là, on va comparer selon certaines variables les deux groupes ensemble. Dans ce cas-ci, on n'est carrément pas là. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de la recherche expérimentale et quasi expérimentale, ce n'est pas ça. L'idée, c'est qu'en éducation, souvent, l'innovation, elle est mise en œuvre dans un écosystème qui est particulièrement complexe. Donc, à ce moment-là, je pense qu'il y a peut-être beaucoup trop de variables à tenir compte, puis il y a aussi des éléments qui surviennent, qui des fois, il faut considérer. Donc, cette approche-là, ça nous permet de le faire. Donc, c'est réalisé évidemment dans un contexte réel. Donc, on le fait dans la vraie vie, là. Et généralement, on va avoir une collaboration avec les praticiens, c'est-à-dire qu'il y a un chercheur qui travaille avec les gens du milieu, mais aussi ça peut être un praticien qui a aussi une posture de chercheur qui travaille avec les collègues. Donc, ça peut se faire avec une double posture, évidemment. Et évidemment, l'idée, c'est d'arriver à mettre en œuvre des innovations pour articuler des solutions possibles aux problèmes, évidemment, qui sont complexes. L'idée, évidemment, de tester et adapter avec un cycle itératif. Donc, évidemment, une fois qu'on a eu les réponses par rapport à notre évaluation, on peut aller modifier notre innovation et la retester à nouveau pour, évidemment, l'améliorer, pour éventuellement identifier des principes de design. Donc, cette approche-là est assez intéressante pour évaluer l'innovation de façon, je dirais, scientifique cette fois-ci. Pour ceux qui veulent aller plus loin, bien évidemment, il y a des bouquins qui sont disponibles qui traitent exclusivement de cette approche-là. Maintenant, il me reste combien de temps? Il vous reste encore 15-20 minutes. D'accord. Donc, je prendrai peut-être une dizaine de minutes, puis après, on pourra discuter de certains éléments. Je parlais tout à l'heure d'appréhender l'innovation. Maintenant, c'est davantage introspectif. Il y a 2 projets que je travaille, dont celui-ci que j'aimerais vous parler, qui est le projet TEC. C'est Technologie éducative pour l'enseignement en contexte. Donc, c'est une approche qui est particulièrement innovante dans une certaine mesure où ce qui nous guide, ce sont l'enseignement qui est basé sur les écarts de contexte. De façon plus précise, on prend 2 contextes contrastés. Dans le cas présent ici, ça a été évidemment le Québec, parce que d'une part, on y est, et j'ai des collègues aussi qui sont à l'Université des Antilles, donc on a pris un contexte qui est la Guadeloupe. Et là, on peut s'attendre qu'il y ait évidemment des contextes qui sont assez contrastés, et on met en œuvre des scénarios pédagogiques qui tient compte du fait qu'il y a beaucoup d'écarts entre les deux. Je vous donne un exemple, la géologie. La géologie au Québec, on le sait, on l'utilise entre autres pour se chauffer et aussi climatiser. Quand on regarde du côté des Antilles, bien, la géologie, c'est surtout pas pour se chauffer. On pourrait dire que ça serait peut-être pour la climatisation, mais non, pas du tout. Donc, c'est utilisé simplement pour faire de l'électricité. Donc, ce sont 2 contrastes qui sont assez prononcés, avec des scénarios pédagogiques où les apprenants, et en passant, les apprenants sont des élèves soit du primaire, du secondaire ou universitaire. On a fait des expérimentations à tous les niveaux. Et ces apprenants-là, ils vont faire des investigations sur le terrain parce que leur contexte, évidemment, c'est la représentation qu'ils ont de l'environnement. Donc, c'est ce qu'ils connaissent. Et quand ils travaillent ensemble par la suite pour présenter les résultats aux collègues, leurs homologues qui sont en Guadeloupe, bien là, ça crée un choc de contexte. Et ça fait ce qu'un collègue appelle des apprentissages robustes. Donc, le contexte fait en sorte que, ah oui, de votre côté, finalement, c'est comme ça, mais non, chez nous, pas du tout. Et à ce moment-là, il y a une régulation qui se fait, ah oui, OK, donc c'est finalement possible. Donc, c'est quand même un projet qui est particulièrement innovant à ce niveau-là, et évidemment innovant à d'autres niveaux, notamment, bien évidemment, la mise à distance des scénarios pédagogiques est évidemment essentielle pour arriver à mettre en œuvre ce type de projet.
Maintenant, un autre projet où, en fait, petite histoire, comme dans toute institution sur campus, on a eu l'idée évidemment de faire une classe d'apprentissage actif et finalement, il y a un comité qui se forme, on se met en œuvre, on met les moyens nécessaires. Mais on s'est dit qu'il faudrait peut-être quand même essayer de réfléchir à qu'est-ce que pourrait être la classe du futur, parce qu'il y a entre autres 2 composantes qui sont maintenant indéniables. Dans le cas de la classe, c'est la place du numérique qui est évidemment omniprésente, pas seulement en termes d'objets, mais aussi en termes de processus, puis en termes de pratique aussi d'apprentissage. Et il y a aussi tout ce qui est articulation, présence, distance. Si on parle de la classe, on sait bien qu'on a les murs, on a les bureaux, les chaises sont vissées et les tables sont vissées, ça pose d'autres problèmes. Et l'idée de l'articulation, de la présence et de la distance est évidemment d'ouvrir cette classe-là, évidemment, sur le monde. Donc, comment ça s'ouvre sur le monde? Bien évidemment, on n'a jamais dit que tous les élèves devaient se retrouver en même temps à cet endroit-là. Aussi, ça veut dire la téléprésence. Aussi, ça veut dire que des intervenants extérieurs peuvent venir. Et aussi, ça veut dire que probablement que la façon dont on pense l'aménagement aussi, ça doit être évidemment repensé. Et là, on a eu l'idée de dire, finalement, côté apprentissage dans une faculté des sciences d'éducation, je pense que ça va aller, là, on maîtrise assez bien. Par contre, côté design de l'environnement, ça, c'est peut-être pas tout à fait de notre domaine. Donc, ce qu'on a fait là-dedans, c'est qu'on a mis en œuvre un projet où on a décidé de faire travailler des étudiants de cycle supérieur de l'École de design, de la Faculté des sciences de l'éducation. Avec leur expertise, on leur a demandé d'essayer d'imaginer la classe du futur. Donc, je pense que là, c'est aussi une pratique innovante dans la mesure où on voit bien comment le contexte qui est caractérisé ici, évidemment, par ces éléments-là, mais qui est caractérisé aussi par les éléments de l'institution, comment on peut arriver à avoir une synergie pour pouvoir imaginer cette classe-là. Donc, on a fait ce qu'on appelle une charrette de conception. Pendant une semaine intensive, les étudiants ont travaillé là-dessus. Vous pouvez aller voir la première étape qu'ils ont fait sur le site classedufutur.uqam.ca. C'est particulièrement intéressant. Ils ont réfléchi en mettant au centre, évidemment, l'apprentissage. Et évidemment, il y avait des composantes relatives au numérique et aussi, évidemment, à l'apprenant et aussi aux espaces avec un S, parce qu'évidemment, on pense aux espaces en termes de temps et de lieu. Donc, il y a vraiment des bonnes idées qui émanent de ça, qui, j'espère, pourront devenir éventuellement des pratiques inspirantes, parce que quand on pense à l'apprentissage actif, mais à ce moment-là, on pense également aussi la diffusion de ces salles-là, pas juste en faire un projet innovateur, mais qu'on en fasse aussi un projet qui peut s'étendre davantage dans l'institution plutôt que rester juste un projet qui reste limité. Eh bien voilà, malgré certains changements de plan par rapport à la présentation, j'aimerais conclure simplement en disant que l'idée de l'innovation et d'innover, qu'on entend beaucoup autour de nous, soit dit en passant, on est dans un quartier de l'innovation. On est aussi dans la Semaine canadienne de l'innovation. Il y a demain aussi le sommet de l'innovation avec les conférences C2. Ceux qui ont un bon budget là, de plus de 2 000 à 3 000 peuvent aller voir ces conférences-là. Donc, c'est partout autour de nous, puis ça prend différentes formes, mais au-delà des différentes formes, je pense qu'il faut simplement penser que l'on puisse assurer une pérennité à ces innovations-là et en assurant une pérennité pour, évidemment, que ça devienne des pratiques inspirantes pour tous dans un contexte, évidemment, éducatif, donc autant en formation à distance que sur campus et, évidemment, au bénéfice de l'apprentissage des apprenants. Merci beaucoup.
Alors, est-ce qu'on a des questions dans la salle pour M. Stockless? Oui, une madame? Est-ce que vous pouvez... Bon, on va aller vous porter un micro. Bonjour. Je me demandais, je vois beaucoup l'innovation, mais on dirait, je me questionne sur comment on stimule l'innovation chez l'apprenant. Tu sais, comment on fait développer ça? Oui, innover de la façon, dans les méthodes, dans les moyens utilisés, les stratégies, mais comment stimuler la capacité d'innover chez nos apprenants? Ah, ça, je pense que c'est la grande question. Assurément, je ne suis pas certain qu'il y ait une réponse pour ça, mais je pense que d'entrée de jeu, pour arriver à susciter la créativité, disons là, juste la créativité, je pense qu'il faut essayer de voir, il y a plusieurs modèles, mais moi j'aime bien les processus cognitifs qui ont été d'entrée de jeu présentés par Bloom, mais qui ont été repris par Anderson et Crawford dans les années 2000. Je pense que si on vise des processus cognitifs élevés, c'est comme ça qu'on va arriver à stimuler le plus possible la création et potentiellement l'innovation. Si on reste dans des processus qui sont quand même assez bas, comme mémoriser, comprendre, on ne va pas y arriver. Donc, je pense qu'il faut viser évidemment des processus cognitifs qui sont élevés comme création. Beau, merci. Est-ce qu'on a des questions? Oui, nous avons une question là-bas. Madame, pourriez-vous vous avoir... Ah, ben c'est beau. Marcel va pouvoir vous donner le micro. Merci. Vous avez dit que vous avez fait une recherche avec les 3 mots, innovation, éducation, etc. Et vous avez obtenu des millions de réponses. Mais comment distinguez-vous les vraies innovations de fausses, étant donné que c'est une notion très à la mode? Et évidemment, tout le monde met innovation parce que c'est à la mode et ça attire l'attention. Donc, on peut pacifier seulement ce que les gens prétendent comme être innovation. Merci. Bien, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai pris vraiment le temps d'essayer de situer l'innovation avec une définition qui correspond, je pense, à un contexte. Tout est une question de contexte. Évidemment, il y a la perspective de la mode et tout ça. Il faut être clair là-dessus, là, c'est grandement utilisé. Mais moi, je pense qu'il faut voir l'innovation comme étant une idée, comme étant une pratique, un objet qui est perçu nouveau par l'individu ou le groupe d'individus. Pour moi, c'est ça l'innovation. Évidemment, bien, ce qui est une innovation pour un ne l'est pas pour l'autre. Et évidemment, bien, c'est tout à fait variable, là. Donc, je ne pense pas qu'on peut arriver à se détacher de l'idée de mode par rapport à tout ça. Puis en même temps, je n'ai pas le goût de juger de l'innovation en tant que telle des différentes personnes. Moi, je me dis finalement, si ça permet d'améliorer une situation, bien, je pense qu'on peut parler d'un certain succès par rapport à l'innovation. Merci. Moi, je suis d'accord. Si ça permet d'améliorer une situation, c'est génial, hein? J'aimerais savoir, Denis, si vous avez des questions sur le web. J'ai un commentaire de Jean-Claude Plourde à Gaspé qui dit « Innovation est un mot bateau qui participe à la banalisation et à la confusion actuelle autour du concept d'adaptation à l'environnement. » Oui, en quelque sorte. Bien, je l'ai dit à la toute fin, hein, on est dans la semaine de l'innovation, des colloques sur l'innovation, et je pense que ce n'est pas le premier aujourd'hui. Effectivement, c'est le mot bateau, puis c'est possible, mais je pense que c'est aussi possible de le voir dans une autre perspective. Et moi, comme je le disais tout à l'heure, je pense que si ça nous permet, entre autres, d'améliorer une situation, pourquoi pas, là? Pourquoi pas? Puis l'idée, évidemment, c'est d'assurer sa pérennité aussi. Parce que si c'est un cycle constant d'innovation, bien là, à ce moment-là, je ne suis pas certain qu'on finit par améliorer, là. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on passerait à la prochaine étape. Ah, voilà. J'avais la... Il y aura une question également sur le web. Parfait. Après, ce sera le web.
Oui, bonjour. Ma question est plus à savoir, dans un contexte de cycle d'innovation, quand on considère que dans une institution, je suis à l'Université Simon Fraser à Vancouver, dans un cycle d'innovation d'une faculté d'éducation, si on décide par exemple de modifier un élément de la formation des maîtres à la lumière des recherches, on parle de cycles d'innovation qui prennent 4 à 5 ans à être implémentés. Et par le temps que c'est en place, vous me voyez venir, là. Donc, les institutions ont leur propre rythme de fonctionnement. Dans ce contexte-là, qu'est-ce qui pourrait être une avenue pour dynamiser un petit peu les institutions dans leur ouverture au changement? OK. Bon, plusieurs éléments. Première chose, j'ai l'impression qu'il y a des fois, on est plutôt dans un processus de gestion du changement. Donc, un changement de programme qui est peut-être potentiellement pas si innovant que ça. Oui, il faut changer de programme parce qu'il y a des nouveaux trucs que l'on doit tenir compte. On est davantage, je pense, dans un processus de gestion du changement. Maintenant, comment arriver à stimuler l'innovation? Moi, j'aime bien l'idée du design participatif. Un peu comme on le fait dans la classe du futur, c'est-à-dire qu'on permet aux gens de travailler ensemble et qu'ils puissent y contribuer. Donc, ils sont partie prenante dans le projet plutôt que spectateurs, puis par la suite consommateurs. Évidemment, tout dépend du type d'innovation et aussi de la portée de l'innovation. Mais dans une certaine mesure, j'ai vraiment l'impression que c'est une façon intéressante de le faire. Souvent, je dis, oui, on va consulter, mais faire des consultations, oui, c'est bien, ça nous donne une idée, mais les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils ne savent pas. Donc, oui, il y a l'aspect de consultation qui est bien, mais il y a surtout l'aspect, à mon avis, d'arriver à travailler ensemble et que les gens soient partie prenante. Et là, le design participatif, je pense, pourrait bien répondre à cette possibilité-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord ou vous voulez relancer. J'aime bien le principe du design participatif. Oui, Denis, une question des gens du Web? Oui, est-ce que l'innovation peut être vue dans une perspective d'amélioration continue? Bonne question. Perspective d'amélioration continue, pourquoi pas? Pourquoi pas? Si on pense que, si on revient à la définition que j'ai présentée tout à l'heure, ça pourrait faire partie des interventions, évidemment, que l'on puisse faire, évidemment, en cours de processus. Là, a priori, comme ça, je ne vois pas comment je pourrais être contre. Un instant, oui. Est-ce qu'on peut considérer qu'une innovation est nécessairement une amélioration? Bien, c'est une question de perception, encore une fois. L'innovation, bien, bon, je n'ai pas présenté, mais souvent les définitions de l'innovation pédagogique se terminent par l'amélioration de l'apprentissage. Est-ce que c'est nécessairement une amélioration? J'ai l'impression qu'on ose croire que oui, parce que sinon, je vois peut-être pas l'intérêt de voir l'avantage relatif d'arriver à le faire. Donc, j'imagine qu'on veut améliorer une situation à chaque fois. Sinon, je ne vois pas d'exemple à proprement dit de dire, bien, oui, il y a une innovation, mais ça n'améliore rien. Je ne suis pas convaincu. Est-ce que, si je peux me permettre, est-ce que si je fais une innovation, en tout cas, je fais quelque chose que je considère innovant et que le résultat, il n'y a pas de modification de ce que j'avais prévu par rapport à l'apprentissage de mes étudiants, donc on ne peut pas considérer ça comme une innovation? Bien, en fait, au départ, probablement qu'on l'a considéré comme une innovation. Et l'innovation, bien, c'est possible qu'il y ait des résultats négatifs, là. Ça j'en conviens. Là, on peut arriver et se tromper, puis finalement, finalement, on se rend compte qu'on n'a pas d'apport très positif, là. Bon, alors, merci beaucoup. Est-ce que, j'imagine, je n'ai pas vu d'autres mains levées dans la salle. Donc, merci, M. Stockless. Bonne applaudissement.
De mon côté, si j'avais une innovation à faire, ce serait la compatibilité entre les différentes sortes d'ordinateurs et de téléphones et de tout ce qu'on voudrait. Donc, on n'aurait pas eu de problème technique ce matin. Bon, nous allons à la pause maintenant. Donc, pendant la prochaine pause et tout au long des 2 jours du colloque, je vous invite à visiter la table d'information sur l'Association canadienne des concepteurs et conceptrices pédagogiques, l'ACCP, qui est située dans la salle à manger, qui est le Salon Ville-Marie, qui est au fond à gauche. Alors, quand vous sortez d'ici, il y a un premier petit restaurant, si ce n'est pas là. Vous allez au fond, c'est la salle à manger où nous aurons le dîner de toute façon. Notre pause est une gracieuseté de la formation à distance de l'Université Laval, que nous remercions. Et n'oubliez pas qu'au retour, au lieu de revenir à 10h45, étant donné que nous partons en avance, je vous inviterai à revenir à 10h35. Ça nous donnerait plus de temps pour les prochaines présentations. Alors, entre 35 et 40, c'est sûr qu'en arrivant, je fais tirer le 2e livre. Alors, bonne pause. Merci.